l'insertion professionnelle de l'université, on est très heureux de vous accueillir à la 13e semaine emploi et entreprise. Le thème général de cet événement, c'est « Et si on se réinventait ?» Oui, le contexte actuel, pas que le Covid, hein, mais tout notre environnement nous fait nous poser des questions. Au programme de cette 13e semaine emploi-entreprise, des conférences, des tableaux, des webinaires en ligne sur des thèmes d'actualité, sur des thèmes variés, que ce soit l'environnement, le sport, le Made in France, la robotique, le dépassement de soi, les énergies. Tous ces thèmes vont être abordés du 16 au 18 novembre. On a gardé une logique de campus, donc vous avez des temps qui sont libérés dans vos emplois du temps, mais si vous ne pouvez pas participer à toutes les thématiques, sachez qu'on les enregistre et qu'on vous les mettra à disposition. Et toutes ces conférences ont lieu tous les jours de 14h à 16h. Juste quelques chiffres, on a pu mobiliser pour cet événement une centaine de professionnels, que ce soit sur des thématiques, mais aussi sur des simulations d'entretien que vous pouvez passer tous les jours de 16h30 à 19h, mais aussi pour le forum des stages qui a lieu jeudi et pour lequel vous avez peut-être pris des rendez-vous pour décrocher votre stage. Et puis, on a une dizaine d'enseignants-chercheurs qui sont là aussi pour animer des thématiques et puis 1500 étudiants inscrits. Donc, on est très content de ces chiffres. À contexte exceptionnel, évidemment, événement exceptionnel, hein, on a gardé l'objectif qui reste inchangé depuis des années, qui est de raconter la vraie vie des entreprises aux étudiants. Donc là, on reste sur cet objectif. Par contre, on s'adapte et on est 100% digital. Alors, en digital, ce n'est pas toujours simple d'avoir de l'interaction. Alors, ce qu'on vous propose, c'est bien sûr de pouvoir poser des questions sur le fil de conversation de Teams tout au long de la conférence. On fera 2 temps d'échange pendant la conférence. Maëlle va prendre la parole pendant environ une demi-heure. On fera un petit échange de questions-réponses. Et puis, encore une demi-heure de prise de parole. Et là encore, questions-réponses et conclusions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dès le début dans le fil de conversation et pourquoi pas aussi prendre la parole pendant les temps d'échange en levant la main sur Teams. On a le plaisir, pas que moi, Aurore aussi, on a le plaisir vraiment d'accueillir Maël Besson. Maël, on le connaît parce qu'il était à votre place il y a quelques années. En 2009, il a été diplômé de l'IAE Savoie-Mont-Blanc. Donc là, on est toujours content de revoir les diplômés revenir sur le banc de l'école, même si on est en distanciel. Maël a fait un master ingénierie des événements dans le département SITEM, donc anciennement MESC, hein, on l'appelait comme ça à l'époque. Et il a un très beau parcours. Depuis sa sortie de l'IAE, il a travaillé pour les championnats de ski de Val d'Isère, il a travaillé pour les championnats de course d'orientation. Il a ensuite intégré le ministère des Sports en tant que chef de la mission sport et développement durable et aussi sur l'excellence environnementale de Paris 2024. Depuis 2018, il a changé de structure, mais en tout cas, ses valeurs restent les mêmes, mais il est responsable sport chez WWF France. Je ne sais pas si on rajoute France, si j'ai le droit. Donc, on est vraiment fiers d'accueillir un diplômé qui a d'aussi belles expériences et puis des valeurs parce qu'il s'engage. Vous verrez dans cet échange qu'il s'engage pour la nature, pour l'environnement, pour le sport, pour tout le tourisme. Et aujourd'hui, il vous pose une question à laquelle il va essayer de répondre en partie, ou même complètement, mais je pense que ça ouvre aussi à beaucoup de discussions. Doit-on, pour préserver le sport, préserver notre climat? Donc, je laisse la parole à Maël. Merci. Merci Sophie. Bonjour à tous. C'est pareil, un honneur pour moi de venir. C'est très rigolo de venir intervenir devant les étudiants que j'étais il y a quelques années. Et juste petite précision, si j'ai travaillé sur Val d'Isère 2009, c'est grâce à l'IAE, puisque c'est l'IAE qui avait mis en place la collaboration avec les organisateurs. Alors, je réitère la proposition de Sophie. N'hésitez pas, attendez que je mette bien mon PowerPoint. N'hésitez pas à intervenir
pour que ça soit le plus vivant possible, même si effectivement on est sur du distanciel. Donc n'hésitez pas à intervenir. Je vais voir si... Est-ce que vous voyez mon écran là? C'est tout bon. Oui. C'est tout bon. Vous voyez lequel? Je sais peut-être. Alors, on voit un double écran, en fait. On voit la slide dans les starting blocks, là, je dirais. Et puis, on voit la slide suivante avec le catamaran. D'accord. Alors, c'est pas normal, mais c'est parce que je pense que j'ai un double écran aussi. Alors, on va essayer. Hop. Là, ça devrait mieux marcher. Alors, oui, Sophie, on a posé une question assez complexe. Encore une fois, n'hésitez pas à intervenir. Sophie, n'hésite pas à me couper si tu vois des questions sur le chat, parce que moi, je ne vois pas le chat. Je vais commencer par une première partie sur les enjeux environnementaux, le WWF, et puis les enjeux pour le sport. Ça risque d'être un peu déprimant. Je vous avertis tout de suite, les perspectives ne sont pas des plus réjouissantes sur les enjeux environnementaux, mais il y a quand même des pistes et je pense profondément que le sport peut nous aider au-delà j'allais dire, d'avoir son propre impact à réduire, peut aussi contribuer au sujet de l'environnement, de la protection de l'environnement. Alors, première partie, évidemment, l'évolution des températures. Alors, contrairement à ce que à d'habitude, là, je ne vous ai pas mis la projection des températures dans le futur, mais là, c'est les températures actuelles. C'est l'évolution des températures actuelles et on voit bien qu'à partir des années 90, la température n'arrête pas d'augmenter et encore, je crois que 2020, on va battre des records, donc on pourrait rajouter encore quelques pictogrammes. C'est important de l'avoir en tête parce que souvent, quand on parle d'évolution du climat, on a des projections à horizon 2050, 2100 et ça fait qu'on a tendance à remettre à plus tard nos actions, nos engagements. Et quand on regarde les températures actuelles, donc là, c'est plus de la fiction, c'est plus des projections, c'est vraiment ce qu'on mesure et c'est Météo France qui le mesure. On est sur des réalités et des premières évolutions. Et je sais que forcément, pour tous ceux qui sont les amoureux de la montagne, on s'en aperçoit assez fréquemment. Si on le met en perspective, vous voyez, 2018, 2020, où on est. Si on le met en perspective quand même avec ces projections du GIEC, donc là, si on se remet à la hauteur de 2020, on voit que l'évolution qui est quand même importante, qu'on voit de manière assez importante, et en fait, j'allais dire, très dérisoire par rapport à ce qui nous attend si on ne fait rien. Là, vous avez les différents scénarios du GIEC. Le GIEC, c'est l'instance intergouvernementale qui a regroupé la plupart des scientifiques de la planète sur les questions du climat et qui ont fait plusieurs projections avec des projections d'émissions de gaz à effet de serre qui vont du coup impacter le climat. Donc on le mesure, la mesure la plus standard, c'est en degrés. C'est un climat avec un réchauffement de les fameux plus 1,5, plus 2 degrés, plus 3 degrés, plus 4 degrés. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs scénarios. Évidemment, le scénario bleu, c'est ce qui a été repris pour aller vers la trajectoire de l'accord de Paris, qui est l'accord du climat qui a été signé il y a déjà 5 ans. Et puis, les différentes trajectoires en fonction de nos engagements, le respect de nos engagements. Il faudrait rajouter un scénario encore plus catastrophique parce que pour le moment, on est sur une trajectoire, clairement, vu nos engagements, à plus 4 degrés et on commence à avoir des scénarios. Donc, c'est la 4 degrés, hein, on est dans la courbe rouge, hein, et on commence à avoir des scénarios qui se dessinent vu
j'allais dire, malheureusement pas la baisse des émissions, mais plutôt l'accélération de certaines émissions de gaz à effet de serre, on commence à avoir des scénarios à plus 7 degrés. Alors, on parle de température mondiale. Ça veut dire que, évidemment, ce ne va pas être une montée de température identique sur tous les territoires de la planète. Et pour donner un ordre d'idée, en France, on est déjà à un plus 1 degré sur je veux dire en plaine, sur la France métropolitaine. Il faut savoir qu'en montagne, on est en général au double. C'est-à-dire que là, quand on est à plus 1 degré en plaine en France métropolitaine, on est déjà à plus 2 degrés en montagne. D'où le fait que c'est le manque d'enneigement et la fonte des glaciers qui se fait le plus important. Donc vous imaginez bien que si on arrive à des plus 4 degrés mondial et peut-être pire, en montagne, l'impact que ça peut avoir est beaucoup plus important. À côté de ça, de ces émissions de gaz à effet de serre et de ce dérèglement climatique, on ne peut pas le dissocier non plus de la biodiversité et de la perte de biodiversité qu'on observe, parce que c'est intimement lié. Le dérèglement climatique est aussi amplifié par le fait qu'on réduit les surfaces végétales de la planète. La biodiversité est intimement liée avec les questions de climat. Et nos sociétés sont intimement liées avec l'état de santé climatique et biodiversité de la planète. Donc là, c'est un graphique, un rapport qu'on sort tous les 2 ans au WWF, sur l'indice planète vivante, qui en gros compte la population d'un certain nombre d'espèces pour évaluer finalement cet indice, qui donne un indice de la population, de la biodiversité, de l'état de la planète en matière de biodiversité. Et depuis les années 70, on est à moins 68% de déclin, ce qui est assez catastrophique. Et vous imaginez bien que aussi, on n'est pas non plus sur de manière... c'est une moyenne au niveau international, donc forcément... Par exemple, en Amazonie, on est en Amérique du Sud, on est à moins 95% de biodiversité en moins. Alors, c'est profondément problématique. Oui, évidemment, je ne pouvais pas parler de biodiversité sans parler de déforestation. J'en ai parlé un petit peu. En gros, c'est l'équivalent de toutes les 4 minutes, c'est l'équivalent de la surface d'un terrain de football qu'on coupe. Et ça, évidemment, beaucoup en Amérique du Sud, mais pas que. Et il faut savoir que c'est pas parce que c'est loin qu'on n'a pas un impact. On a tous un impact, notamment au travers de notre alimentation, qui est une des premières causes de déforestation. C'est ce qu'on appelle la déforestation importée. C'est-à-dire que selon ce qu'on mange, en France, même ce que l'on produit, c'est-à-dire que beaucoup d'élevages, par exemple, français, sont nourris avec... Alors, c'est qu'un exemple, hein, mais c'est un exemple quand même qui a du poids dans cette déforestation importée. Beaucoup d'élevages qui sont nourris et élevés en France sont nourris avec du soja qu'on cultive en Amérique du Sud ou dans d'autres régions et qui augmente la pression sur les forêts. Et voilà, donc... Évidemment, on ne peut pas parler de climat sans parler de biodiversité, sans parler de déforestation. Et c'est problématique pour nous parce que on a 75% de nos récoltes alimentaires, par exemple, qui dépendent des insectes pollinisateurs, qui sont en train de s'effondrer. On a à peu près 50% de l'oxygène qu'on respire qui provient de la biomasse marine. Effectivement, j'aurais pu mettre une slide aussi sur l'état de santé de la biomasse marine, de la biodiversité en mer. On est à plus de 68% de perte de biodiversité en mer.
Clairement, si les océans meurent, il va falloir apprendre à respirer une fois sur deux pour pouvoir compenser. C'est aussi problématique parce que la déforestation, la perte de certains territoires pour les animaux augmente la proximité entre l'homme et l'animal. Et on estime que il y a à peu près la moitié des zoonoses qui sont dues directement ou indirectement de la déforestation, de la perte d'espaces naturels. Et pour rappel, la pandémie que nous vivons et le coronavirus, le Covid-19, est une zoonose. C'est une maladie qui s'est transférée de l'animal à l'homme. Et on voit bien l'impact que ça peut avoir sur nos vies, sur nos sociétés. Et la phrase de ma présidente qui fait tout son sens, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'humains en bonne santé sur une planète malade. Ça a un impact aussi sur des questions de stabilité, de sécurité de nos pays. On a mené des travaux avec le ministère de la Défense sur l'impact du dérèglement climatique. C'est-à-dire, le dérèglement climatique, ça veut dire qu'il y a certaines populations qui ne sont plus capables de se nourrir, il y a certains espaces qui ne sont plus capables qui sont plus habitables. Donc, il va y avoir des flux migratoires, il va y avoir des pressions en fonction des différents flux migratoires et accès aux ressources premières qui sont l'eau, la nourriture. Et il y a un vrai risque. Il y a un vrai risque d'avoir un impact fort sur la stabilité et la sécurité. En tout cas, c'est des choses que le ministère de la Défense prend très, très au sérieux. Et ça fait partie des scénarios. Donc, des fois, on a une vision un peu, j'allais dire, réductrice de l'impact que peut avoir le dérèglement climatique sur nos vies, sur nos sociétés. Mais si on parle sport, on voit bien que les questions de sécurité, de tension entre les populations peut avoir aussi un impact sur les événements sportifs, sur un tas de choses. Et pourtant, autre chiffre assez marquant, les services fournis par la nature sont évalués à 125 000 milliards de dollars par an, soit le double du PIB mondial. Donc, si on a la biodiversité qui s'effondre, et ce qui est quand même le cas, on va avoir un vrai problème de stabilité économique aussi. Et d'ailleurs, je finirai par ça sur ce tableau assez catastrophique. Et d'ailleurs, le World Economic Forum, chaque année, fait son analyse des risques, son Global Risk Report, et il identifie chaque année que 7 risques sur 8, les plus probables et les plus impactants sur l'économie, sont directement liés à l'environnement. Soit parce que des questions de stabilité, des pays, des flux migratoires, évidemment la hausse des températures, les phénomènes climatiques extrêmes. Et voilà. Donc, même le World Economic Forum, qui n'est pas l'ONG la plus militante qui soit au départ, analyse que les principaux risques sur l'économie mondiale et les plus probables sont des risques liés au dérèglement climatique, à la perte de biodiversité, en gros, à l'impact environnemental. Alors, une fois qu'on a fait ce tableau, j'espère que je ne vous ai pas complètement perdu pas complètement déprimé. Une fois qu'on a fait ce tableau, il y a quand même des choses à faire. Il y a des choses à faire parce que la nature a une vraie capacité de résilience et peut se restaurer. Et puis, ça pourrait être pire. Ça peut être pire si on ne fait rien. C'est-à-dire qu'il est trop tard pour que rien ne se passe et qu'on n'ait aucun impact sur notre société. Mais il n'est pas trop tard pour éviter que ça soit pire. Et c'est là que c'est important d'agir. Alors, juste, je fais une aparté sur
vous donner un peu la vision de ce que le WWF fait. On n'est pas la seule ONG à agir, et en général, on agit en complémentarité avec les autres ONG et en bonne intelligence. Alors, bon, juste pour vous donner vite fait un tableau, on est présent dans une centaine de pays et on mène à peu près 12 000 programmes un peu partout dans le monde. En France, on est un peu plus maintenant, on est 120 salariés avec 1500, je crois qu'on est même plus à 2000 bénévoles maintenant. Et on existe depuis une bonne cinquantaine d'années maintenant. Notre grosse force côté WWF, j'y reviendrai après, c'est important, c'est pas pour faire cocorico, c'est qu'on est une ONG très appréciée du grand public. Et ce qui est intéressant quand même, je l'expliquerai un petit peu après, mais on travaille avec le monde des entreprises. C'est-à-dire qu'on a un positionnement un peu différent des ONG contestataires. On est une ONG qui va pointer les anomalies de notre société, là où ça ne va pas, et proposer des solutions, et travailler avec un certain nombre d'acteurs, des décideurs politiques, avec des décideurs, avec des entreprises. Et ça, c'est très bien perçu par le citoyen dans les enquêtes de notoriété. Et c'est un point très important parce que c'est quand même notre grosse force d'être capable de mettre tout le monde autour de la table, y compris d'être capable de parler avec des grands patrons d'entreprise. Pourquoi ça ne va pas avancer? Ah, vous m'entendez toujours? Ah, ça y est. En tout cas, on t'entend, il n'y a pas de souci. Oui, ok, parfait. Vous m'interrompez si je ne suis pas clair. Et ça, mon PowerPoint ne voulait plus avancer. J'ai eu un doute sur le fait que la connexion soit encore bonne. En gros, pour être très schématique, on a 3 grands métiers au WWF, 2 pour lesquels on est très connu depuis des décennies. Protéger les espèces, les espaces, ça c'est des métiers que les gens ont énormément dans leur imaginaire et qu'on continue à faire auprès des 12 000 programmes qu'on a un peu partout dans le monde. Alerter sur l'état de la planète, c'est le rôle de nos rapports, c'est le rôle de nos campagnes. Je ne sais pas si vous avez vu passer sur les SUV il y a quelques semaines. Et puis, il y a un 3e métier qui est un peu moins connu, qui est transformer les politiques publiques et les marchés. Parce qu'on se rend bien compte qu'être sur le terrain pour protéger des espèces, des milieux, sans réduire les pressions sur ces mêmes espèces et milieux, ça ne sert à rien. Donc, il va falloir à un moment donné changer des lois, il va falloir changer des orientations de marché, il va falloir transformer notre économie, nos systèmes politiques pour réduire les pressions sur les espèces et les milieux qu'on protège. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que sinon, je risque de passer trop de temps sur le WWF, mais pour vous dire qu'on a plusieurs grandes thématiques sur lesquelles on est très investi. La vie des océans, la préservation des océans, la vie sauvage, c'est tout ce qui est les espèces, les animaux, l'alimentation, parce que l'alimentation est un secteur clé dans la préservation de l'environnement. C'est un gros générateur d'émissions de gaz à effet de serre, de déforestation. Donc, il y a un vrai enjeu, un énorme enjeu à changer nos modèles agricoles. La vie des forêts, évidemment, et puis tout un axe sur le climat, l'énergie, la ville de demain, l'urbanisme. Et avec 3 leviers d'action identifiés, évidemment la gouvernance, faire évoluer les marchés et les financements. Et les financements, c'est quelque chose qu'on voit déjà souvent de très loin, mais la finance verte est un clé. Il faut savoir que quand vous placez votre argent dans une banque, dans un placement, dans une assurance, tout ça, la manière dont va faire fructifier votre banque, votre assurance, cet argent peut être très soit climaticide,
destructeurs du climat parce qu'ils vont investir dans des projets, soit pétroliers, soit très émetteurs de gaz à effet de serre, soit ils peuvent aussi orienter vers des projets plus vertueux et soutenir des projets plus vertueux. Donc la finance, c'est un axe qui souvent est abstrait pour le grand public et même pour moi qui ne suis pas expert de la finance, mais c'est un enjeu clé pour nous aussi. Alors, je ne vais pas rentrer dans tout le détail de tout ce qu'on fait. Peut-être juste un petit zoom sur pourquoi on travaille avec les entreprises. Les entreprises, évidemment, sont des acteurs qu'il faut embarquer dans cette lutte contre le dérèglement climatique et même de préservation de l'environnement global, avec cette vision que finalement, à chaque fois, dans quasiment tous les secteurs d'activité, dans beaucoup de secteurs d'activité en tout cas, il y a 5-6 gros acteurs qui détiennent 80, 70, 80% du marché. Et quand on fait évoluer ces quelques gros acteurs, on a tendance à embarquer l'ensemble du marché. Un exemple, un partenariat pour lequel on ne nous attend pas forcément de WWF avec Michelin sur les caoutchoucs. Les caoutchoucs des pneus, il faut savoir que tous les pneus, il y a forcément une part de caoutchouc naturel. On ne sait pas faire des pneus avec 100% de caoutchouc synthétique. Donc, ça veut dire aller cultiver du caoutchouc, de l'aloe vera. Et ça peut se faire de manière plus ou moins responsable. Et les partenariats avec un Michelin, ça nous a permis de mettre autour de la table les 5 grosses entreprises, Bridgestone et les autres, autour de la table, et monter une coalition de production de caoutchouc de manière éco-responsable et qui ne génère pas de déforestation supplémentaire. Donc, c'est ce genre d'effet transformationnel sur des secteurs d'activité qu'on va chercher et qu'on va chercher avec des grosses entreprises pour essayer depuis les secteurs. Et je donnerai quelques exemples sur le sport. Donc voilà, je ne vais peut-être pas aller, sauf s'il y a des questions, plus loin sur nos différents métiers, tout ce que fait le WWF, pour aller plus directement sur le sport. Maëlle, j'ai une petite question dans le fil d'actualité, une question de Pablo qui te demande: est-ce qu'on doit s'attendre à plus de catastrophes naturelles, épidémies mondiales, etc. pour réguler cette pression sur l'environnement que l'homme provoque? Alors, est-ce qu'on faut s'y attendre? Oui, clairement. Il est trop tard pour que rien ne se passe, pour qu'on ne subisse pas un réchauffement climatique. Et ça, c'est oui, le nombre de phénomènes météorologiques extrêmes, les moyennes de température, les tempêtes, c'est sûr qu'il y a un vrai enjeu à la fois de réduire son empreinte et nos empreintes, notre impact sur l'environnement, mais aussi d'anticiper les adaptations. On ne s'en sortira pas sans adaptation à ces évolutions-là. Donc oui, il va falloir s'y attendre, il va falloir s'y préparer et on risque d'en subir de plus en plus. Juste par rapport à ça, moi j'ai une question. Est-ce que quand même toutes ces crises comme celles qu'on connaît actuellement, finalement favorisent pas, c'est un peu le contre-pied, hein, mais votre action, puisqu'il y a moins de déplacements, on mange peut-être plus local, il y a peut-être de la production qui va revenir en France, les circuits courts sont mis à l'heure. Est-ce que finalement, on a atteint certes nos limites, mais ça nous permet de mettre aussi le doigt sur des solutions et des choses à mettre en place pour le futur? Alors, c'est sûr que ça participe à une prise de conscience. On observe une prise de conscience générale, hein, clairement. Et puis, les dernières élections municipales nous l'ont encore montré. Il y a une prise de conscience, il y a une préoccupation montante de ces enjeux-là auprès de tout le monde. Sur la baisse de notre impact, c'est à voir sur le long terme. Est-ce qu'il va y avoir un effet de rattrapement? Donc, effectivement, par exemple, sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre et liées au transport, notamment dans le premier confinement qu'on a pu observer, ne se confirme pas sur le deuxième confinement. Et sur tout ce qui est consommation, on
on peut craindre qu'il y ait un effet, décalé. Et puis après, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas, il y a des choses qu'on peut malheureusement pressentir. C'est-à-dire que le niveau de pauvreté et le climat économique actuel risque de ne pas orienter la consommation vers des produits les plus vertueux et les plus... on risque d'avoir une augmentation par une baisse de pouvoir d'achat, tout simplement, d'aller chercher des choses qui coûtent moins cher, qui sont produits de manière... Il faut bien différencier la prise de conscience au changement de comportement. La prise de conscience est indispensable pour transformer le comportement, mais elle ne fait pas le passage à l'acte. C'est pas parce qu'on est conscient qu'on change de comportement, ou au moins qu'on change de comportement à la hauteur des enjeux. Le passage à l'acte, il est beaucoup plus... j'y reviendrai après, mais il y a beaucoup de biais cognitifs qui font que on a tendance à préférer l'instant présent plutôt que le bénéfice futur, à privilégier son soi plutôt que le collectif, surtout sur des enjeux planétaires. Donc, la prise de conscience, oui. Le réel changement, je pense que malheureusement, ça ne suffira pas. Maëlle, j'ai une seconde question, une question de Raphaël qui te demande: que pensez-vous de l'affaire du siècle? Je trouve que c'est une très bonne initiative. Après, est-ce que tu peux peut-être rappeler dans un premier temps, Maëlle, qu'est-ce que c'est que l'affaire du siècle pour les personnes qui ne connaîtraient pas, s'il te plaît? L'affaire du siècle, c'est un collectif qui attaque le gouvernement ou l'État contre son inaction climatique. Et je trouve très bien, parce qu'en fait, pareil, ça participe à une sensibilisation, et puis une mise devant... tout ce qui participe en fait à mettre la pression sur les décideurs pour qu'ils avancent sur ces sujets-là est une bonne chose. Est une très bonne chose. Après, pour avoir un petit exemple sur le sport, c'est pas parce qu'on va obliger tel et tel acteur à changer son offre alimentaire ou changer un certain nombre de choses que le consommateur va l'acheter. Il va falloir que le changement vienne de manière à tous les niveaux. C'est-à-dire que, j'ai donné un exemple, hein, on a imposé le fait d'avoir des offres végétariennes dans la dernière Coupe du Monde de football féminin. Donc, on l'a imposé, on est passé par le côté décideur on l'a imposé, non, on l'a pas imposé, on l'a fortement poussé, donc ça a été imposé aux restaurateurs, et voilà. Sauf que, in fine, si on ne fait pas évoluer aussi la demande, pardon, l'offre ne trouve pas preneur. Et il faut arriver à ce qu'il y ait la pression sur les décideurs, mais qu'il y ait aussi le changement de comportement chez le citoyen, qu'il y ait une attention et une approche différente du rôle des entreprises dans la société. Il faut que c'est un ensemble. Donc, pour moi, je trouve que l'initiative est très bonne et que ça participe au global. Ça ne suffira pas. Moi, j'ai une vision très écosystémique de la transformation de notre société. Il faut qu'on arrive à synchroniser en fait tout ça pour qu'il y ait un réel changement profond dans nos sociétés et, si possible, le plus rapidement possible à hauteur des enjeux. Merci beaucoup, Maëlle. Alors, du coup, ça va enchaîner, mais pour partir sur les impacts sur le sport,
Évidemment, la hausse des températures, ça on en a déjà parlé. On risque de connaître en France un nombre de jours de pratique possible en moins. Il faut savoir qu'au-delà d'une température de plus de 32 degrés, la pratique sportive est quand même peu recommandée, ou en tout cas peut avoir un impact sur la santé. Et là, on est en train de finaliser un rapport où, selon les régions en France, on risque d'avoir entre plus, si on est sur un scénario le plus probable en ce moment de plus 4 degrés, on peut avoir jusqu'à moins 60 jours en moins, enfin 60 jours où on dépasse les 32 degrés, donc 60 jours de pratique sportive en moins. Donc ça veut dire 60 jours où on peut 2 mois en plus que de maintenant, où on peut plus pratiquer du sport, donc consommer du matériel sportif et toute l'économie qui va derrière. Évidemment, ça, je pense que tout le monde en a conscience dans cette conférence, la baisse du niveau d'enneigement. Faut savoir que si on s'oriente un monde à plus de degrés, il y aura seulement 3 stations qui pourront encore, dans les Pyrénées, qui pourront encore compter sur un enneigement naturel. Et pour un scénario avec 4 degrés, on est plutôt sur qu'il n'y ait plus aucune station, ni des Alpes, ni des Pyrénées, qui ait un enneigement naturel fiable. Et on voit bien que l'enneigement artificiel a ses profondes limites, parce que il faut qu'il fasse quand même froid. Et enneiger tout un domaine, c'est impossible. Donc ça, c'est évidemment sans parler de la fonte du permafrost qui rend compliqué l'alpinisme, le ski de rando et pas mal d'autres activités en montagne. Autre impact qu'on a moins en tête, mais qui sont profondément liés la hausse des températures, c'est la hausse des vagues de chaleur. Donc, alors pour juste donner les vagues de chaleur, c'est le nombre, une vague de chaleur, c'est 3 jours consécutifs où la température les 23 degrés et descend pas en dessous d'une certaine température la nuit. Et il faut savoir que le gazon, il ne sait pas résister à une température beaucoup plus à ces températures-là. C'est-à-dire que s'il y a un jour à 32 degrés, il va s'en sortir. S'il y a plusieurs jours et qu'en plus la nuit ça redescend pas en dessous de 25 degrés, en général le gazon grille du coup faut refaire complètement le gazon, et ça un coût assez important. Donc impossible pour les à peu près 40 000 stades de rugby, foot qu'il peut y avoir sur le territoire français, et pour la plupart qui sont portés par des petites communes qui n'ont pas les moyens de remettre en état ces stades. Donc il y a un vrai enjeu aussi sur la pratique amateur, l'impact que ça va pouvoir avoir sur la pratique amateur. Et juste pour finir, et sur les sports pro, parce que un gazon sur les stades de gazon pro, il faut savoir que c'est souvent un substrat plutôt sableux qui fait le donc qui c'est encore plus compliqué. Donc il y a évidemment l'arrosage, mais quand on est en vague de chaleur, souvent c'est cumulé avec de la sécheresse, et il y a de moins en moins, enfin en tout cas ça arrive de plus en plus où ça devient inacceptable de continuer à arroser un gazon en sécheresse, en période de sécheresse pour les communes. Et il y a certaines communes qui décident, même pour des clubs pro, de laisser mourir le gazon, et puis le refaire, ça a un coût, et surtout ça prend du temps. Donc ça veut dire un problème de saison de saison sportive. Évidemment, autre impact, c'est les hausses de température amplifient considérablement les pics de pollution. Donc il y a Greenpeace qui avait fait des mesures du stade. En gros, on n'a pas beaucoup de stades qui
qui n'ont pas qui ont une qualité de l'air suffisante pour pratiquer du sport, qui ne sont pas au-dessus des normes sanitaires lors de matchs, parce que on a une politique de construire des grands stades en périphérie des villes qui sont souvent bordés d'axes routiers, et on a une vraie problématique de qualité de l'air sur les stades pro. La hausse du niveau de la mer et des tempêtes. Faut savoir que on a déjà 20% du trait de côte qui a subi un recul. Donc ça veut dire autant de clubs de voile, de sites de pratique qui sont modifiés, des clubs de voile à relocaliser, en sachant que en général, quand on recule un club de voile, il y a des propriétaires terriens derrière, donc c'est pas si évident que ça de retrouver un espace. Donc même des sports, voilà, c'est aussi des impacts qu'il va y avoir sur un certain nombre d'activités, et puis évidemment la fréquente des tempêtes, des phénomènes météorologiques extrêmes, qui, pour info, sur les grands événements sportifs, sont de plus en plus importants dans l'analyse des risques et anticipation des risques. C'est géré de manière de plus en plus prégnante. Voilà, on en parlait. Voilà. Et puis, il y a aussi un vrai risque réputationnel ou de changement de modèle du sport. Là, j'ai mis quelques exemples. Évidemment, Total sur les JO de Paris, où il y a eu blocage pour qu'il ne soit pas, par la maire de Paris, pour qu'il ne soit pas sponsor des JO. C'est quand même un signe assez fort, vu la somme qu'ils apportaient, d'avoir cette acceptabilité qu'un pétrolier ne puisse plus subventionner un grand événement sportif qui se dit éco-responsable, en sachant que maintenant tous les grands événements sportifs ont un axe sur ces enjeux-là. J'ai mis Hugo Boss aussi, qui est passé de sa stratégie, a abandonné dans sa stratégie de sponsoring la Formule 1 pour la Formule 1 électrique pour des raisons environnementales, pour des questions d'image environnementale. Donc là aussi, on a un exemple de discipline sportive qui n'a pas vu le virage venir et qui s'est fait doubler par un privé, parce que la Formule I, le circuit de Formule I, c'est une entreprise privée qui l'a monté, c'est pas la fédération. Et des sponsors des acteurs financiers de l'automobile qui abandonnent la Formule 1 pour aller sur la Formule électrique. Et puis là, j'ai mis l'exemple du Forest Green Rover, qui est un petit club d'Angleterre, qui fait pas partie des plus grands clubs qui soient, mais qui en fait a une attractivité énorme grâce à son positionnement ultra engagé sur les enjeux environnementaux. Et je trouve intéressant d'avoir cette approche de dire c'est être engagé est un positionnement qui ramène du capital marque, de l'attractivité, y compris chez certains joueurs, y compris chez les sponsors. Et je pense que son niveau d'attractivité est bien au-dessus de son attractivité sportive, entre guillemets, de ses résultats sportifs. Alors, peut-être pour finir, avant de passer à peut-être une autre série de questions, sur la stratégie sport WWF, qu'est-ce qu'on cherche à faire côté WWF? Alors, si on reprend nos trois missions, c'est nos trois missions. Alerter sur l'état de la planète, alerter un public qu'on ne sait pas forcément toucher via nos newsletters WWF, protéger les espèces et les milieux. Ça nous permet de faire, le sport permet de faire des levées de fonds qui financent un certain nombre de programmes, et puis évidemment transformer un certain nombre le secteur du sport et par capillarité d'autres secteurs d'activité. Donc clairement, notre baseline côté WWF Sport, c'est utiliser le sport comme un influenceur à la fois culturel, transformation des comportements, sensibilisation et tout ça, et structurel pour transformer la société. Quelques exemples structurels. Oui. Donc oui, bon là je l'ai
c'est un peu redondant, mais c'est sensibiliser, transformer et protéger. Quelques exemples. Je vais commencer par complètement à droite avec le ministère des Sports. On a mis en place non, elle est en bas à gauche, pardon. On a mis en place une charte de 15 engagements éco-responsables. Donc, on a défini des objectifs chiffrés pour des organisateurs d'événements sportifs, puis pour des gestionnaires d'équipements sportifs avec des objectifs chiffrés sur l'alimentation, sur les déchets, sur les transports. Et on a fait signer ça par un corpus de grands événements sportifs et de grands équipements sportifs. Donc maintenant, on a 80 signataires et à peu près 300 événements ou stades, avec des Roland-Garros, des Stades de France, des Paris 2024, des acteurs comme ça. Et avec ces objectifs chiffrés, ça a permis à la fois d'amener un secteur de l'événementiel sportif à rehausser le standard. En gros, avant, les organisateurs d'événements faisaient un bilan carbone, travaillaient sur les éco-cups et se disaient éco-responsables. Là, on a dit maintenant, pour être éco-responsable, c'est 50% de l'alimentation responsable selon ces critères, ces caractéristiques pour la viande, pour les fruits, pour les œufs, pour les produits laitiers, pour ainsi de suite. C'est 80% des déplacements qui se font en transport en commun, en covoiturage, ainsi de suite sur les différents axes. Et l'effet transformationnel qu'on a cherché à avoir, c'est qu'à un moment donné, quand on a un certain nombre de commanditaires comme des Roland-Garros, comme des Paris 2024, comme des Stades de France, des Orange Vélodrome, un Groupama Stadium et tout ça, qui intègrent ces critères-là, ces exigences-là dans leur cahier des charges, par exemple pour l'alimentation, in fine, ça fait évoluer. Ça fait évoluer ou ça participe à faire évoluer le secteur de la restauration. Donc, c'est ces effets transformationnels qu'on essaye de chercher. Et pour donner un petit peu les principaux dossiers, ils ne sont pas tous là, mais sur lesquels on travaille côté WWF, donc on a un partenariat avec la Ligue de football pro, avec à chaque fois cet axe de comment on sensibilise via la Ligue 1 et Ligue 2 de foot sur les enjeux environnementaux, un public qui peut être éloigné du nôtre, et comment on accompagne et on fait avancer les clubs sur un certain nombre de sujets, la sortie du plastique à usage unique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment via le transport, à la fois avec des recommandations et à la fois avec c'est un peu fort, mais des réglementations. On va le dire comme ça. Sur l'Ultra-Trail du Mont Blanc, c'est pareil. On essaye à la fois de sensibiliser encore une fois une communauté, travailler sur la transformation de certaines habitudes, notamment alimentaires, de voir comment on peut s'affranchir de certains aliments qui sont pas les plus éco-responsables et les remplacer par d'autres sur des ravitaux. Donc, on expérimente des choses. Et puis, voir comment, encore une fois, on a un effet transformationnel sur un secteur et comment les bonnes actions et les bonnes actions éco-responsables qu'on met en place sur l'UTMB, comment elles peuvent être imposées sur les courses qui se veulent être qualificatives pour l'UTMB. Sur Paris 2024, sur Paris 2024, on a eu deux phases deux phases. Il y a la phase de candidature où on a été en partenariat et on ne s'est pas positionné en ONG en disant on est pour ou on est contre les Jeux Olympiques. On a dit si on doit les faire, comment ils doivent être faits pour qu'ils soient alignés avec l'accord de Paris. L'objectif, c'est de ne pas avoir une position binaire, mais se dire il faut être à la hauteur des enjeux. Donc, être aligné avec l'accord de Paris sur le climat, ça veut dire quoi pour des JO? Donc, on a construit la candidature, un modèle d'événement qui se veut être aligné avec l'accord de Paris. Maintenant, candidature remportée, maintenant dans la phase de réalisation, donc c'est au COJO et à la Solidéo de mettre en œuvre tout ce qui a été acté dans notamment la environnementale. Et maintenant, c'est Paris 24 qui doit mettre en œuvre. Nous, on est sur
un programme d'accompagnement à la transition écologique du sport. Donc, notre objectif, c'est de faire évoluer l'ensemble de l'écosystème, un peu comme ce qu'on a fait avec la charte des 15 engagements, sur un certain nombre de choses. Comment on développe le fait que les grands stades mettent en place des plans de mobilité pour venir au stade à vélo. Comment on peut orchestrer ça, comment on peut améliorer et exploiter le spectacle télévisuel pour influencer le comportement éco-responsable des téléspectateurs. C'est-à-dire que plutôt que promouvoir que certaines boissons ou aliments, est-ce qu'on peut insérer du geste éco-responsable dans le spectacle télévisuel? Est-ce qu'on peut utiliser le spectacle télévisuel pour, construire des normes de consommation de modes de transport différentes? Ensuite, là, vous avez l'AFD. L'AFD, on est sur une convention sur, en gros, de la sensibilisation et transformation du comportement en utilisant les personnalités sportives. J'en parlerai peut-être à la fin s'il y a le temps. La Commission européenne, on a des fonds pour travailler sur la transformation du comportement alimentaire des spectateurs dans les stades. Donc, on a expérimenté avec des experts de sciences comportementales. Le ministère des Sports, on est en train de réaliser, avec une subvention du ministère des Sports, une étude sur l'impact du dérèglement climatique sur le sport. Donc là, je vous ai dit quelques chiffres, mais dans ce rapport, il y aura beaucoup plus de chiffres. On va le sortir au début de l'année prochaine pour alerter. Et puis ensuite, évidemment, plusieurs actions, soit des recommandations, comme vous pouvez voir sur la charte en bas à gauche, soit des actions avec des personnalités, avec sur le Vendée Globe, là on a un magnifique logo panda sur le bateau PRB de Kevin Escoffier, sur des campagnes notre campagne Earth Hour qui consiste à éteindre les lumières pour sensibiliser le grand public aux enjeux climat. On a fait éteindre le Parc des Princes, le Vélodrome et tout ça. Et puis après, c'est aussi du travail de plaidoyer, d'être dans les instances comme alors, je ne sais pas si vous les connaissez, mais c'est des instances qui regroupent soit tous les grands sponsors ou mécènes du sport, soit tous les grands industriels, distributeurs, fabricants de matériel sportif, pour influencer sur un certain nombre d'orientations. Je ne sais pas si c'était clair, si je suis allé trop vite, s'il y a des questions. Oui, il y a des questions. J'ai deux questions. Une première question de Sophie qui te demande, tu parles d'événements français, est-ce que les autres pays en Europe ont les mêmes engagements que ceux pris via le ministère des Sports? Alors là, c'est effectivement une dynamique française, purement française, pour avoir pas mal travaillé avec des homologues au niveau européen et même avec le secrétaire au climat de l'ONU. La France, elle est quand même plutôt moteur sur ces enjeux-là, plutôt en avance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas plusieurs qui font des choses super, mais une dynamique collective comme ça, avec des engagements chiffrés, à ma connaissance, c'est la seule. Après, il y a des regroupements. Comment ça s'appelle en Angleterre avec Russell, j'ai oublié le nom de la Basis. Je crois que c'est British Initiative Sport and Sustainability, quelque chose comme ça. Il y a plusieurs dynamiques, mais de manière collective, la France, on est quand même plutôt en avance. Nos homologues, mais vis-à-vis des enjeux environnementaux, on n'est pas spécialement en avance. Ok, merci beaucoup. J'enchaîne avec une seconde question de la part d'Isabelle Frochot. Bonjour Maëlle. Bonjour Isabelle. On nous dit souvent que les touristes d'aventure sportifs sont ceux qui ont le plus mauvais bilan carbone, voyageant aux quatre coins du monde pour leur passion. Comment intégrez-vous ce volet de transport dans votre réflexion? Alors, clairement, le volet transport et principalement transport aérien est
pèse très très lourd dans le bilan carbone. La difficulté qu'on a alors sur le tourisme, mais sur le tourisme international et sur les événements internationaux, c'est que malheureusement, on n'a pas d'alternative à l'avion pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, ou peu en tout cas. Alors, un peu en Europe, on peut se déplacer en Europe en train, mais ça veut dire que du coup, si on veut être à la hauteur des enjeux environnementaux, on va être obligé de se confronter à la réduction de la quantité d'avions qu'on consomme. Malheureusement, sur les transports domicile-travail, sur l'alimentation, sur plein de choses, et l'alimentation est un énorme poste d'émissions de gaz à effet de serre également, il y a des solutions. C'est-à-dire qu'on sait produire différemment, on sait avoir des apports de protéines différentes, notamment avec un certain nombre de légumineuses. Sur les événements internationaux et les transports, le tourisme national, j'avoue que je n'ai pas d'autre solution que de, en partie, réduire l'avion, et ce qui remet en question même un certain nombre de nos concepts d'événements et de transport et de tourisme international. Donc, je suis désolé Isabelle, on l'intègre, et c'est une question sur le sport en tout cas, parce que je suis plus sur le sport que sur le tourisme, qui fait très mal, parce que ça oblige de repenser et d'aller loin dans nos manières de repenser nos événements. C'est-à-dire est-ce qu'on peut encore décemment imaginer faire venir le monde entier sur un site ou dans un pays? Et c'est une question qui va falloir se poser très vite. Et je ne suis pas sûr que si on veut pouvoir respecter les enjeux environnementaux, on puisse continuer à avoir une approche et qu'il ne faille pas imaginer un événement international complètement différent. Merci. Merci Maëlle. J'ai une autre question qui est arrivée de la part de Mathilde. Selon vous, le fait de distribuer des médailles, goodies finisher, par exemple à l'UTMB ou autres événements sportifs et culturels, est-il en accord avec votre charte, avec les valeurs de WWF? Alors, soyons clairs, si on reprend... alors, ça dépend, encore une fois, ça dépend de quel type d'impact on parle. Si on parle du climat, parce que c'est le sujet de la conférence, sur un événement international, on est entre 80 et 95% le transport, et principalement l'avion. Vous pouvez faire n'importe quel... vous pouvez faire les bilans de carbone de n'importe quel événement international, sauf Paris 2024 qui est un petit peu différent parce que tout simplement on construit. Pour Paris 2024, pour des JO, on construit là où du coup le bâtiment est construit, le bâtiment est aussi émetteur de gaz à effet de serre. Mais pour un événement où on ne construit pas de bâtiments, d'immeubles et tout ça, c'est 80-95% les déplacements. Donc ça veut dire que les 5-15% qui restent d'émissions de gaz à effet de serre du bilan carbone de l'événement, c'est tout le reste. Souvent, on parle de l'éco-cup, du gobelet, tout ça. Mais en fait, sur une question climat, ça ne pèse rien. Ça ne pèse strictement rien. Par contre, sur pollution plastique, pollution des sols et tout ça, ça peut avoir un impact. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas rien faire sur ces enjeux-là. C'est-à-dire que quand on regarde le bilan environnemental de certains postes ou certains trucs, en fait, il est assez dérisoire par rapport au transport, à l'alimentation et tout ça, mais il est relativement symbolique. C'est-à-dire que le transport, les gens ne le voient pas. On ne voit pas qu'on a un énorme impact par le transport. Par contre, le t-shirt qui est fabriqué ou le goodies ou les bouteilles plastiques, ça se voit. Donc, j'allais dire, pour moi, à chaque fois que je réfléchis sur quels sont les postes les plus stratégiques sur lesquels travailler sur un événement éco-responsable, il y a à la fois ceux qui sont le plus impactants parce qu'ils sont impactants et ils sont en gros volume, et ceux qui sont les plus visibles.
Et il faut avoir ces deux approches. Sur les goodies, ça dépend quel goodies. Évidemment, en fait, il faut appliquer le fait que sur n'importe quel objet, il faut éviter le jetable et les objets qui ont une durée de vie courte. Donc, a priori, le goodies, on est souvent sur des durées de vie courtes. À chaque fois qu'on produit quelque chose et qu'on produit quelque chose et que derrière l'objet à la fin de vie, il va falloir le traiter, il a un impact environnemental. Quand on a fait l'impact environnemental de la production et du traitement derrière, si il est utilisé une fois, l'objet, ben en fait, ça fait un ratio tout l'impact est sur une utilisation. Si l'objet est utilisable 10 fois, ben déjà, on a divisé le ratio impact versus l'utilisation 10 fois. Si par contre, il est durable dans le temps, ben en fait, l'impact, on l'aura amorti, entre guillemets. Et c'est d'ailleurs la conclusion sur les éco-cups. Il y a des seuils de réutilisation pour arriver à ce que ça devienne pertinent. Et plus on rallonge la durée de vie d'un produit de manière générale, plus on gagne environnementalement parlant. Merci beaucoup Maëlle. Écoute, les questions affluent. J'ai une question d'Antoine qui demande, pensez-vous que les athlètes qui ont une endurance et qui sont reconnus peuvent être en prenant position sur ces sujets, par exemple meilleure alimentation, réduire les déplacements, comme Xavier Thévenard quand il dit qu'il ne voyagera plus aux quatre coins du monde? Ouais, complètement. Alors c'est le sujet de cette partie-là, le rôle du sport. Alors, si ça ne vous dérange pas, je fais une petite parenthèse sur les sciences comportementales. Petit salut, vous le passerez parce que je crois qu'elle n'est pas là, mais à Dominique Réziac qui m'a initié à ces enjeux-là et du coup je les pousse. Mais il y a une phrase qui me parle profondément, qui est de Dan Ariely, que certains connaissent certainement, mais qui dit « Nous sommes réellement beaucoup moins rationnels que ce que la théorie économique standard considère. Et plus important encore, ces comportements irrationnels qui sont les nôtres ne sont ni aléatoires ni insensés. Ils sont systématiques et, puisque nous les répétons encore et encore, prévisibles. » Et ces comportements-là, ils sont profondément influencés par un certain nombre de choses et principalement parce que nous sommes absolument pas, comme disait Daniel Ali, rationnels, mais on est profondément irrationnels. Nous sommes des êtres émotionnels, nous sommes des êtres sociaux, nous sommes des êtres d'habitude, des êtres de contexte. Nous sommes des êtres d'intuition. On va sur et on a une logique assez chaotique. Les sportifs, alors du coup, je suis plus vraiment ma présentation, hein, mais les sportifs, évidemment, qu'ils construisent un idéal de pratique, ils façonnent notre norme sociale, notre idéal de pratique, notre idéal de vie, notre idéal de consommation. On est tous influencés. Alors, je pense que personne ne peut s'en extraire par ces différents éléments et que ce soit notre entourage, que ce soit la publicité, que ce soit et les sportifs font partie du spectacle télévisuel. Je mets le sportif au même titre que la publicité, en fait. Tant qu'on promouvra, on fera la promotion d'un idéal de pratique, par exemple de running, avec des photos dans le désert, on aura une pratique qui sera d'aller prendre l'avion pour courir dans le désert. Tant qu'on aura des personnalités sportives qui montrent leur réussite au travers d'un véhicule gros, lourd, et vous savez que plus qu'un véhicule est lourd, plus il est polluant, même électrique, on aura cette recherche de trouver les mêmes signes de reconnaissance,
a évidemment un rôle important, mais comme tout le spectacle, j'allais dire télévisuel, sur nos consommations. Donc un Thévenard qui fait sa déclaration qu'il ne prendra plus d'avion pour aller au bout de la planète, évidemment, ça a un impact fort. Alors après, on reste sur le trail, mais n'empêche que lui, plus Kylian Jornet, qui en échange, plus d'autres, et je montrerai peut-être juste après la campagne qu'on a mis en place, ça participe à la prise de conscience, ça participe à changer les normes et les idéaux de pratique qu'on a chacun. Et puis, ça fait évoluer aussi les sponsors, les partenaires et j'allais dire, et même, j'irai plus loin, c'est-à-dire pour un sportif, c'est stratégique de commencer à avoir un positionnement sur ces enjeux-là. Pour bien connaître des personnes comme Mathieu Crépel ou d'autres, c'est aussi une source d'attractivité pour un certain nombre de marques, puisque c'est un échange de notoriété entre un sponsor et un athlète ou un sponsor à un événement. Plus un athlète est positionné là-dessus, on le voit, plus ça devient un élément d'attractivité pour lui, quoi. Je ne sais pas si c'est clair. Merci beaucoup, Maëlle. Ouais, c'était très clair. Merci beaucoup. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions, mais je les note pour les poser plus tard quand elles arrivent. Merci à toi. Alors peut-être, du coup, je vais continuer là-dessus. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans les différents biais du temps présent, de la surconfiance et les mécanismes, sauf s'il y a des questions. Mais oui, évidemment, quand on a des images télévisuelles de sportifs qui ont un certain comportement, ça a une influence sur nos comportements. Et quand on voit les audiences que ça peut faire, ça a un impact de manière assez conséquent. Et je trouve la déclaration de Xavier Thévenard superbe, mais on reste que dans le trail. Le meilleur indicateur pour prouver que ça influence les comportements, c'est le chiffre annuel en France qui est mis en termes de sponsoring. Alors, hors période Covid, évidemment, mais le sponsoring direct est de l'ordre de 3 milliards d'euros par an pour que le sportif porte la marque, pour que le sportif boive ou mange tel et tel aliment. Donc c'est bien que ça a une influence derrière sur le comportement d'achat. Donc voilà. Alors une campagne qu'on a mise en place là en septembre, à partir de septembre dernier, qui est une campagne qui s'appelle Pas le dernier. C'est on essaye et on expérimente l'utilisation des sportifs pour sensibiliser et influencer le comportement. On est parti sur le concept alors oui, pour donner, c'est juste une campagne financée par l'AFD pour sensibiliser à la biodiversité. On ne va pas trop s'étendre là-dessus. On est parti sur le principe que la génération actuelle est à la fois la première à subir les conséquences du dérèglement climatique, des dérèglements environnementaux, et peut-être la dernière en mesure d'inverser la tendance. Donc on a fait un manifeste qui est celui-là. Nous sommes la première génération à subir les conséquences de la dégradation de l'environnement et peut-être la dernière à pouvoir inverser la tendance. Nous ne voulons pas être témoins de la disparition des derniers éléphants, tigres, baleines et autres espèces. Nous ne voulons pas voir les dernières forêts partir en cendres, les derniers glaciers fondre et les derniers océans mourir. Nous ne voulons pas être les derniers artistes, les derniers sportifs à pouvoir nous exprimer, pratiquer, vivre dans un environnement sain dans lequel nous puisons l'eau, l'oxygène et la nourriture qui sont essentielles à nos vies. Nous ne voulons pas être les derniers à nous engager pour mettre à terme à la destruction de la nature, et nous ne voulons pas être le dernier à agir. Et vous,
pas le dernier, avec la signature d'un manifeste et tout ça. Les mécanismes pour du coup répondre à la question, mécanisme qu'on a essayé d'enclencher là-dessus, c'est évidemment le côté aversion à la perte, le fait que on ne veut pas voir les derniers éléphants, les derniers tigres, les dernières baleines, mais aussi les derniers spots de neige, les derniers spots de surf, le fait de pouvoir pratiquer sur un océan non pollué. Donc, premier élément, l'aversion à la perte. Deuxième élément, c'est évidemment derrière un mécanique de proposer de s'engager auprès, l'engagement, c'est ce qui est souvent utilisé dans les campagnes réseaux sociaux, mais c'est ce qu'on appelle l'engagement public, le fait de s'engager publiquement pour une cause auprès de sa communauté, de ses proches, via les réseaux sociaux. On a plus tendance à respecter quand on a pris un engagement public plutôt que quand on l'a pris de manière confidentielle en signant d'un côté. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire là-dessus. Et oui, et le dernier élément, c'est la norme sociale. C'est tout simplement à partir du moment, on a trop souvent prôné les gestes éco-responsables comme être le héros. Le fait d'être le héros à dire que faites tel geste éco-responsable comme un héros et comme le héros vert et tout ça. Et en fait, quand même, le concept de héros, celui qui est héros, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose de difficile. Du coup, rendre le geste de tri, par exemple, héroïque, c'est quelque part le mettre comme quelque chose de difficile. Et ce qu'on a voulu, c'est inverser le truc, c'est dire pas le dernier à agir. Ça veut dire que ça insinue que tout le monde agit déjà. Et que faut pas être le dernier à agir, et on essaie de changer la norme sociale là-dessus. Il y a une expérience qui illustre très bien ce comportement en psychologie sociale. C'est sur un arrêt de bus, une personne qui se fait importuner par quelqu'un. Elle a plus de chances d'avoir quelqu'un qui s'interpose s'il n'y a qu'un seul témoin que s'il y a 10 témoins. Pourquoi ? Parce que s'il y a un seul témoin, il a 100% la responsabilité d'intervenir ou non. Si, par contre, il y a 10 témoins, chaque témoin a que 10% de la responsabilité d'intervenir ou non. Donc, vous imaginez bien sur ces enjeux climatiques où on est 7 milliards de responsables, vous voyez bien que la part de responsabilité personnelle, elle est tellement infime, et l'effort qu'il y a à faire pour ne plus, pour réduire sa responsabilité, il est vécu comme énorme versus sa petite part de responsabilité. Et ce qui est intéressant sur cette expérimentation dans un arrêt de bus, c'est que si il y a quand il y a 10 témoins, s'il y a 1, 2, 3 personnes qui commencent à intervenir, tout le monde se met à intervenir. Parce que personne ne veut être celui qui n'intervient pas. Et c'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire sur les enjeux environnementaux, c'est qu'il faut qu'on arrive à faire une course à l'emballement. Il faut que ça devienne la norme d'agir, et qu'en fait, on se retrouve par juste mimétisme du sportif, de son voisin, par le fait d'agir. Alors, on a poussé le concept. Alors voilà les ambassadeurs de la campagne. On avait 11 ambassadeurs. Et on a poussé le concept à dire, en fait, nos sportifs, nos ambassadeurs, donc là c'est Mathieu Crépel, en fait, ils sont en voie de disparition, puisque à mon avis, peut-être dans quelques décennies, on risque de ne plus avoir de saumureurs du tout. Y compris musée. Donc, nos sports
peuvent être en voie de disparition, sont en voie de disparition. Et Karabatic, clairement, il le dit très bien, il le dit dans ses interviews, et il dit « je me sens une espèce en voie de disparition ». C'est à un moment donné, quand la qualité de l'air, la température, et puis certaines instabilités dans plein de domaines vont monter, la pratique sportive risque de plus être la priorité. Et l'exemple de la pandémie qu'on est en train de vivre, clairement, montre bien que le sport n'est pas non plus la priorité. Et que, on rappelle qu'en juin dernier, on a réouvert les cinémas, les bars et tout ça avant les stades. Donc, il y a un vrai enjeu à ce que le sport ne subisse pas trop ces enjeux-là. Et pour répondre du coup à la question de départ de la conférence, est-ce que pour défendre le sport, il faut défendre le climat? Évidemment. Évidemment, et il faut défendre pas que avec une approche réduire son empreinte, mais il va falloir que les acteurs du sport deviennent les premiers défenseurs du climat. Sur la neige, c'est principalement ça. Le monde de la station de ski, le monde du tourisme d'hiver peut devenir irréprochable. C'est-à-dire que, mettons, ils deviennent irréprochables, plus une émission de gaz à effet de serre n'est émise par le monde de la neige, par l'économie touristique d'hiver. Ils vont subir quand même l'inaction de tous les autres. Donc, les acteurs de la montagne devraient être les premiers défenseurs du climat, et c'est eux qui devraient mettre la pression au gouvernement pour qu'il y ait des engagements dans l'accord de Paris soient respectés, parce que c'est eux qui vont subir le plus les dérèglements et l'inaction des autres. Donc, il faut à la fois devenir éco-responsable, réduire son empreinte, il faut commencer à s'adapter parce que de toute façon, on va subir un impact, mais en plus, il faut devenir militant. Et tout le travail et la stratégie qu'on essaye de mettre en place côté des UDF, c'est pas juste de rendre le sport responsable pour rendre responsable, c'est d'utiliser le sport comme un moyen de pression auprès des décideurs et de faire des décideurs du sport des acteurs du climat, des défenseurs du climat. Là, c'est un peu la différence entre, je vous ai mis cette dernière slide, la différence entre la RSE, la responsabilité sociétale d'une entreprise, en gros, je réduis mon impact et tout ça, et une entreprise à mission. Il y a le côté, on essaie de réduire l'impact, et j'ai mis cette photo qui où l'Obs a essayé d'avoir un sujet sur le fait de réduire le plastique, d'avoir un impact, mais sans revoir son modèle même. Et l'exemple de Picture Organic, qui est une marque de montagne, je pense que vous connaissez, qui, eux, sont sur un positionnement relativement militant et sur lequel ils vont loin. C'est-à-dire qu'ils veulent être, des acteurs du changement et pas simplement un acteur responsable qui réduit son empreinte. Et pour finir là-dessus, parce que j'avais d'autres trucs. Ouais, pour finir là-dessus, il faut se poser la question quand on veut travailler sur ces sujets-là du positionnement. Est-ce qu'on veut juste être sur ça, réduire son empreinte? Ça devient incontournable et c'est plus un élément de différenciation pour un événement sportif ou un acteur ou un industriel du sport. Tout le monde y va. C'est plus vraiment un élément de différenciation. Ce qui va faire la différence entre un acteur engagé sur l'enjeu, c'est son côté militantisme, défenseur des enjeux environnementaux et pas juste réduction de son empreinte. Maëlle, j'ai deux questions qui se rejoignent sur ce sujet, sur les questions un peu de l'engagement des entreprises et du monde économique. Il y a une première question de Pablo qui demande si la relocalisation récente d'entreprises comme Salomon, Mia, etc. sur leur procédure est un bon signe et peut-être un exemple pour lancer une mode, un engouement. Et Sophie qui t'interroge aussi sur les stations de sport d'hiver. Est-ce qu'elles vont dans ce sens et est-ce qu'elles n'ont
qu'elles ont conscience ou non qu'elles ont le risque de disparaître? Alors, sur la première question sur les chaussures, je ne suis pas sûr d'avoir saisi. Est-ce que la relocalisation est une bonne chose ou pas? Oui, est-ce que tu penses que ça peut amener, comme tu le disais, d'autres entreprises à avoir un effet un peu boule de neige, à dire que bah voilà, produire en France, finalement, c'est possible? Est-ce que ça peut entraîner un engouement, une mode de favoriser la production locale? Bah, alors là, malheureusement, je suis pas assez devin pour le dire. Pour moi, ça va dépendre de la dynamique du marché. Et c'est pas que l'offre qui va le faire, c'est aussi la demande. En fait, je suis pas capable de répondre à cette question-là parce que il y a des questions d'emploi, mais sur les enjeux environnementaux, on peut produire de manière très polluante localement. Donc c'est pas le local n'est pas forcément un gage de respect environnemental. Donc oui, ça va réduire le transport. Après, si les matières premières, les matières utilisées, les process sont polluants, et puis même la question de la finalité même du produit qu'on fait, ça risque de ne pas être très bien. On peut pas dire. Si vous faites des baskets jetables en France, je crois que je préférerais des baskets qui me durent 3 ans, qui viennent de l'autre bout de la planète. En fait, sur chaque produit, il faut avoir ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie, c'est-à-dire de l'extraction de la matière première jusqu'à la tombe, jusqu'à la fin de vie du produit. Quel est son impact en termes de matière exploitée, de process de fabrication, de la phase d'utilisation, est-ce qu'elle peut être réparée, est-ce qu'elle peut être réutilisée, sa durée de vie, et jusqu'à son process de traitement de fin de vie, que ce soit un recyclage, que ce soit... Et il faut regarder l'ensemble. On peut faire du pourri en local comme du... Et la deuxième question était sur les stations de sport d'hiver. Est-ce que tu penses qu'elles vont dans le sens dicté par WWF ou est-ce qu'elles n'ont pas conscience qu'elles risquent de disparaître? Enfin, voilà, quel est ton avis sur ce point? Alors, c'est pas le sens du WWF, qu'on soit clair. Souvent, on me dit, vous les écolos ou le WWF, vous nous demandez ça. Mais nous, on demande rien. C'est collectivement pour avoir une planète en bonne santé et un climat pas trop déréglé, qu'on met en évidence certaines choses. Et c'est pas, voilà, quoi, alors oui, je pense que n'importe quel acteur de la montagne a conscience que c'est un incontournable. Je pense que vous avez vu Domaine Ski Alpes de France qui a sorti je sais plus comment l'appeler, sa charte ou ses engagements sur la question. On est beaucoup en ce moment interpellé par les stations, par les différents acteurs de la montagne sur ces enjeux-là et réinventer sur les questions de réduction, d'adaptation sur ces enjeux-là. Donc la prise de conscience est liée, et après c'est le changement qui est plus dur parce que si vous voulez, il va y avoir encore une fois deux curseurs. Il y a le curseur, on a un modèle, on part de l'existant, on a un modèle et on voit tout ce qu'on peut améliorer au maximum, en poussant, peut-être en rénovant certaines choses, en poussant certains concepts et tout ça. Ça va nous permettre de réduire un certain nombre d'empreintes de la monde de la montagne. Et le deuxième curseur, c'est qu'est-ce que la planète est capable d'absorber? La planète ou le territoire. C'est-à-dire que je pense pas, alors peut-être que je me trompe, mais je pense pas qu'il y ait une station qui se soit posée, ok, localement, en termes d'eau potable, en termes de pression sur le milieu, combien ma station est capable d'accueillir maximum de personnes? Est-ce que au-delà de 500 personnes, je dépasse la limite d'absorption environnementale de mon territoire en termes d'eau potable, d'eau usée et tout ça? Y compris, et puis avec cette approche aussi en termes d'émissions de gaz à effet de serre,
je ne pense pas qu'il y ait une station qui se soit posée la question. Donc malheureusement, si on prend le curseur environnemental, vider complètement une ville et la remplir de 70 000 habitants et la remplir comme on le fait à Val d'Isère tous les samedis, j'ai peur qu'il y ait une sorte d'incompatibilité avec ce que la planète est capable d'absorber en termes de pollution et capable de produire en termes de ressources. Par contre, évidemment que une station, si elle travaille sur sa réduction, elle va arriver à réduire cet nombre de choses. Mais il y a deux curseurs. Il y a ce qu'on est prêt à faire et ce que la planète est capable d'absorber. Et rattraper les deux, sur certains domaines, ça paraît compliqué, y compris quand on a de l'avion au milieu, quoi. Merci Maël. Oui, ça fait une réalité un peu dure, hein, mais... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un voilà, souhaite prendre la parole pour adresser une question à Maël ou la rédiger dans le fil de conversation? Je ne vois pas de nouvelles questions arriver. Bon, tu as déjà répondu à pas mal d'interrogations, Maël. D'ailleurs, j'en profite pour te remercier. Bah, de rien, merci. J'espère que ça... Ouais, j'espère que ça a apporté quelques éclairages. Après, pour nuancer mon propos qui des fois est qui peut être un peu brutal, hein, je l'entends. Ce qu'il va falloir faire à un moment donné, c'est choisir entre plusieurs activités. Il va y avoir quand même cette problématique, c'est-à-dire que les émissions, la planète, les capacités de la planète à absorber les pollutions, à produire des ressources n'étant pas illimitées, étant limitées, il va falloir à un moment donné, si on veut qu'elle soit vivable, répartir sur un certain nombre de secteurs d'activité. Donc il y a certaines choses qui sont incontournables, comme l'alimentation, et d'autres qui sont moins vitales, j'allais dire. Moi, je pense que le sport fait partie des activités vitales. Et je pense que si basiquement on se dit qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre par 4 à horizon 2050, je serais pour réduire plus certaines autres activités, peut-être réduire moins des activités essentielles comme le sport. Ça reste que mon opinion. Donc du coup, Maël, ça va faire écho à la question que te pose Claire. Est-ce que tu as quand même des raisons d'espérer que les choses peuvent encore s'améliorer? Ah oui, parce que la marge de progrès est énorme. On a une vraie possibilité de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Ça passera forcément par remise en question de certains modèles, et notamment nos modèles habituels, hein, c'est-à-dire ce qu'il faut manger. Nous, on préconise de manger 2 fois de la viande, des produits animaux par semaine maximum, 2 à 3 fois, et 2 fois du poisson maximum par semaine. Donc, ça veut dire rebalayer nos modes de vie et nos modes de consommation. C'est-à-dire que sur un événement, est-ce qu'on est obligé de mettre de la viande? Il faut pousser un peu les limites de ce qui est convenu ou pas de faire, de ce qui est la norme. Et oui, on peut arriver à réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre, notamment via l'alimentation, notamment via les transports. Je pense qu'il y a des vraies pistes toute la dynamique de l'aventure locale. C'est des vraies choses à exploiter. Au final, c'est quoi?
l'émotion, c'est l'incertitude du résultat, c'est l'appartenance à un groupe, c'est de la reconnaissance de son entourage, c'est plein de choses très intrinsèques, et finalement qu'on l'obtienne parce qu'on a fait un marathon des sables ou parce qu'on a fait un pic dans les Alpes, ben, on peut l'obtenir, ça revient quasiment au même dans l'émotion. Tout est une question de idéal, de pratique, qu'on se construit. Et si l'idéal et j'allais dire, si on construit d'autres idéaux et d'autres manières d'autres normes sociales, d'autres systèmes de reconnaissance, ben en fait, donc on n'a pas à vivre aussi heureux, mais en ayant un impact bien moins important. Merci du coup pour ces quelques notes d'espoir. Et quand on est dans le thème un peu du futur et des projections, on a une question de Mathilde qui est étudiante en master événementiel et qui te demande comment tu vois l'avenir dans ce domaine, que ce soit sportif ou culturel. Alors Covid ou hors Covid, non, moi je pense, on est des êtres d'émotion. On ne se passera pas de ça. Le spectacle sportif, l'effervescence d'un événement, l'émotion d'une pratique sportive, l'émotion d'un spectacle, on ne s'en passera pas. L'art, le sport, les rassemblements, il n'y a pas eu une société où il n'y a pas eu des grands rassemblements. Je pense que c'est quelque chose qui est intrinsèque et aura toujours lieu. Ça aura une autre forme. Ça, je pense qu'il faut même. Mais par contre, c'est quelque chose, on est des êtres sociaux, on est des êtres émotionnels, et on ne se passera pas de ça. On ne se passera pas de ça. Ça aura peut-être une autre forme, on les assouvira autrement que le méga event où le monde entier se retrouve physiquement à un endroit. Mais pour moi, l'avenir appartient à ceux qui seront des acteurs qui inventeront la suite et en prenant en compte ces enjeux-là. Merci Maëlle. Donc tout n'est pas perdu pour les étudiants qui sont en cours de master événementiel à l'IAE-Savoie-Mont-Blanc de Jacob. Tu nous rassures. Ah non, pas du tout. Et pour le coup, ces enjeux-là sont des enjeux qui sont maintenant incontournables dans n'importe quelle organisation. C'est-à-dire que Paris 2024, ou d'autres, les enjeux environnementaux sont des incontournables pour un responsable. Je pense que les métiers vont juste évoluer, mais avec cette brique-là. Mais non, je ne pense pas que les événements culturels ou sportifs disparaissent. Merci beaucoup Maëlle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aurais une petite question, oui. Oui, on vous écoute. En fait, est-ce que selon vous, Maëlle, ces deux questions en fait, qui vont un peu se rejoindre, le fait qu'il y ait du coup des sportifs de haut niveau, des influenceurs qui aujourd'hui vont de plus en plus défendre la cause écologique, tout ça, est-ce que pour vous, ça peut en fait faire pencher la population de la prise de conscience au passage à l'acte? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a... Je suis désolé, ça a coupé 2 secondes, je n'ai pas entendu la question. D'accord. C'est toute la question que vous n'avez pas entendue ou Ouais, j'ai arrêté le partage et ça m'a bloqué 3-4 secondes, je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Donc en fait, je disais, pour raccourcir, c'est en fait, est-ce que selon vous, le fait qu'on ait des influenceurs, tout ça, enfin les sportifs de haut niveau qui rejoignent, qui défendent la cause environnementale, écologique, ça peut faire en sorte que la population n'ait plus juste une prise de conscience du réchauffement climatique, tout ça, et passe à l'acte. Ouais, je l'espère. Je l'espère. Il n'y a pas de raison. Je l'espère. Après, je pense qu'il faut qu'on soit la manière dont on utilise les sportifs. C'est ce que je disais. Pour moi, ça influence nos normes. Pourquoi on mange un Kinder Bueno
a une consommation qui explose. Pourtant, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui croient que ça soit vraiment son système alimentaire, que ça soit vraiment son régime alimentaire. Mais n'empêche que ça marche. Donc, ça ne marcherait pas d'utiliser les sportifs sur ces enjeux-là. Les sportifs, en plus, sont de plus en plus sensibles et ont conscience qu'en fait, il y a un vrai problème. Il y en a plein qui sont... que ce soit Karabatic, que ce soit Mathieu Bastaro. Mathieu Bastaro me disait, mais moi, j'ai un gamin. Je ne peux pas me dire que je n'ai rien fait pour ces enjeux-là et que je lui laisse une planète dégueulasse. Donc, oui, je pense que ils ont un rôle sur ces enjeux-là, sur cette sensibilisation. Mais encore une fois, je pense qu'il faut de la sensibilisation. La prise de conscience crée l'intention de changer le comportement, mais ne change pas le comportement. Il faut qu'il y ait d'autres éléments derrière qui influencent plus Qui mène à l'action. Qui mènent à l'action. Ouais. Super, merci beaucoup Maëlle. Il y a Sophie qui avait une question. Sophie, on te laisse la parole. J'ai une question pour ramener un petit peu sur les cursus de nos études. Cette sensibilisation, ce besoin de prendre en compte l'environnement, là que tu disais, que ce soit dans les achats ou dans l'événementiel. Aujourd'hui, pour toi, ça serait un manquement si au sein de l'IAE ou de toutes les universités ou écoles diverses et variées, on n'inculquait pas ces valeurs-là, cette culture-là aux étudiants? Même ces outils-là. Il faut savoir qu'il y a certains grands événements, tous les responsables ont un budget euro. C'est-à-dire qu'ils avec ces deux outils-là. C'est-à-dire qu'ils ont un budget euro à ne pas dépasser, mais ils ont un budget carbone aussi dans leur achat de prestations de services et tout ça. Donc, c'est une stratégie d'achat responsable ou une stratégie responsable d'achat, selon comment on voit les choses. C'est à terme un incontournable. C'est-à-dire que si on ne sait pas à mettre en place un certain nombre de critères environnementaux ou RSE dans ces choix d'achat de prestations, de matériel et tout ça, pour moi, c'est un manque. Et que ça soit le Tour de France, le Paris 2024, tout ça, ces acteurs, ça fait partie de la feuille de route. Ça fait partie de la feuille de route. Et dans le marketing, c'est pareil. C'est-à-dire que, en tout cas, tous les directeurs de com des grands événements ou les marketeurs que je connais, c'est quelque chose qui c'est en attention-là. Là, il n'y a plus un événement qui n'est pas interpellé sur ces questions-là. Donc, en termes de métier de la com événementielle, la métier du marketing où on travaille sur son attractivité, en termes même de B2B ou de B2C, c'est un gobelet jetable. Ça ne passe plus. C'est un élément. Ça devient un élément négatif. J'espère qu'il y a une réelle prise de conscience à tous les niveaux. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Peut-être qu'on va conclure et se quitter. Je pense que les étudiants ont apprécié cette sensibilisation et au-delà. Et je pense que ça va plus que sur de la sensibilisation. On ne veut pas être le dernier, pour reprendre votre slogan. Et j'espère et je sais que même, il y a des événements qui se mettent en place à l'IAE. Il y a la Coupe de France des IAE, par exemple, menée par... où je sais que cette notion ont à cœur de continuer aussi à développer le respect de notre environnement et c'est des valeurs qui montent de plus en plus dans les cours. J'espère que ça fait écho auprès des étudiants en tout cas. Pour approfondir ta remarque, Sophie, on a un petit témoignage de Léna
qui remercie Maëlle pour cette conférence très intéressante. Ça me remotive et j'ose espérer que les choses s'améliorent et que peut-être j'aurai la chance un jour aussi de participer activement à WWF dans son organisation. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions ou remarques? Envie d'échanger? Ben, je crois qu'on va te remercier grandement, Maëlle, d'avoir passé presque 2 heures avec nous. Il y a Emma aussi qui te remercie. Bah, merci. Merci à Pablo, vous. Quentin. Au plaisir. Sollicité. Ouais, pas de souci. On n'hésitera pas. J'ai gardé très très bons souvenirs de mon passage à Jacob Belcambet. Parfait. Merci beaucoup, Maëlle. Merci. Merci. À bientôt. À très bientôt. Merci. Merci. Merci, au revoir. Merci à tous. Que de remerciements, c'est cool ça. Ça fait plaisir.